24 News, c'est votre morning et deux grandes actualités ce matin, l'Égypte et la Turquie. On va en reparler avec vous, Emmanuel Navon. Bonjour et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors on va commencer par l'Égypte et l'organisation des Frères musulmans qui a été qualifiée hier officiellement d'organisation terroriste. Interdiction donc de manifester pour la confrérie. On revient sur les dernières évolutions avec Maxime Pérez. Au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie à 15 policiers égyptiens dans le delta du Nil, les autorités du Caire promettent d'en finir rapidement avec la menace islamiste. Leur cible, ce sont également les responsables de l'ancien pouvoir des Frères musulmans. Ce mercredi, c'est l'ancien Premier ministre Hicham Kandil qui a été arrêté alors qu'il faisait route vers le Soudan. Ce qui s'est passé hier, c'est la plus grande insulte faite à notre nation. Depuis que notre justice a interdit toute activité des Frères musulmans, le gouvernement fait en sorte d'appliquer cette décision. Mais ce à quoi nous avons assisté hier, c'est une nouvelle forme de terrorisme à large échelle. Un message sans équivoque à l'adresse de la confrérie islamiste et de ses supporters en Égypte. 6 mois après le renversement des Frères musulmans, le pouvoir intérimaire n'entend pas relâcher la pression contre ceux qui l'accusent de déstabiliser le pays. La main de fer des autorités égyptiennes promet de nouvelles tensions, surtout à l'approche des élections nationales. Le scrutin en préparation devrait pousser l'armée et la police à maintenir des mesures loin de faire l'unanimité. Les plans sécuritaires ont été mis au point et cela n'affectera pas le processus électoral qui de toute façon intègre ces mesures. Après les attaques de Rabat et Narda, je suis apparu à la télévision pour dire que ces deux endroits ne sont pas la fin, mais le début de notre lutte contre les Frères musulmans et tous les fondamentalistes. Précisément, c'est une organisation djihadiste qui a revendiqué la dernière attaque menée contre les forces de sécurité égyptiennes. Une fin d'année sous le signe de la violence et qui laisse le pays avec toujours autant d'incertitudes. Emmanuel Navon, nouvelle traversée du désert donc pour les Frères musulmans. Est-ce que ça signe la fin de la confrérie? Je ne pense pas. Le fait est qu'ils ont gagné les élections en Égypte. On tend à l'oublier, et pas tellement, il n'y a pas longtemps. Les Frères musulmans jouissent d'un soutien très large qui les a amenés au pouvoir lors des précédentes élections en Égypte. Et je pense que le fait de les interdire, de les déclarer comme une organisation terroriste, risque de ne renforcer encore plus leur influence au sein de la société égyptienne. Et je pense que le pouvoir militaire en Égypte est en train de jouer avec le feu. Alors justement, la rue égyptienne, elle en pense quoi de ces moyens très catégoriques de l'armée égyptienne qui, en somme, a les pleins pouvoirs aujourd'hui? C'est très clair aujourd'hui qu'il s'agit d'un coup d'État. Ce qu'il y a eu lieu en Égypte, c'est un coup d'État militaire avec une dictature militaire, c'est très clair. Et beaucoup d'Égyptiens en veulent aux États-Unis, en particulier, d'avoir finalement laissé faire, d'avoir qualifié ce coup d'État. John Kerry avait parlé à l'époque d'un rétablissement de la démocratie, alors qu'en fait il y avait eu des élections libres pour la présidence et pour le Parlement dans lesquelles les Frères musulmans avaient obtenu une majorité. Donc il s'agit là d'un véritable coup d'État militaire qui est en train de s'extrémiser. Et comme je l'ai dit, interdire un mouvement qui a gagné une majorité dans les élections, cela rappelle un peu le cas algérien du début des années 90. Alors c'est vrai qu'en Algérie ça tient plus ou moins jusqu'à aujourd'hui. La question est de savoir est-ce qu'en Égypte ça va tenir également. C'est ça, finalement on a le sentiment que le printemps arabe est très très loin. Cette expression printemps arabe a toujours été une expression très problématique puisqu'il ne s'est jamais agi, il ne s'est pas du tout agi comme ce qui était le cas en Europe en 1848, une révolution démocratique. Au contraire, c'était une révolte contre des dictatures mais qui ont amené au pouvoir des régimes islamistes extrémistes. Et on voit en Égypte aujourd'hui que le pouvoir est encore plus autoritaire et dictatorial qu'il ne l'était à l'époque de Moubarak. Alors est-ce qu'on voit bien aujourd'hui que les Frères musulmans n'ont finalement plus rien à perdre sur la scène égyptienne? Est-ce qu'on risque d'aboutir à un affrontement armé entre l'armée d'un côté et les Frères musulmans de l'autre? C'est possible et cela dépendra beaucoup aussi, à mon sens, de la position des puissances extérieures, en particulier des États-Unis, de la Russie. Il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant un nouvel accord militaire entre la Russie et le pouvoir
en place en Égypte pour fournir des armes à ce nouveau pouvoir en place, quelle sera l'attitude de l'Iran, quelle sera l'attitude de l'Arabie saoudite. Donc il est clair que tant les frères musulmans que le pouvoir militaire vont essayer de s'attirer le soutien de puissances extérieures. Et à mon sens, le comportement et la politique de ces puissances extérieures déterminera l'issue de ce conflit entre les frères musulmans et le pouvoir militaire. On sent la situation se dégrader aussi dans le Sinaï. Quel impact pour Israël ? En ce qui concerne Israël, l'impact est que le Sinaï faisait partie bien entendu de l'accord de paix entre Israël et l'Égypte, des accords de Camp David, et que d'après les accords de Camp David, le Sinaï devait être complètement démilitarisé. Or, ce qu'affirment aujourd'hui les Égyptiens, c'est que si on veut contrôler la situation dans le Sinaï, qui aujourd'hui est infiltrée par Al-Qaïda et d'autres forces extrémistes, il faut une présence militaire. Donc il y a un peu ce dilemme. Faut-il remettre en cause l'accord de paix pour maintenir le calme dans le Sinaï, ou bien maintenir l'accord de paix tel qu'il est, mais alors il y a cette situation de Far West et de manque de contrôle complet dans le Sinaï. En ce qui concerne Israël, l'une des conséquences de cette situation dans le Sinaï, cette immigration qui provient d'Afrique, Israël aujourd'hui a construit cette barrière physique pour mettre fin à cette immigration illégale d'Afrique via le Sinaï, mais il est clair qu'il y a un dilemme sur le futur de la péninsule. On a mis donc en question. Merci Emmanuel Navon pour ces éclairages. Vous restez avec nous dans quelques instants. On reparle de la Turquie, mais pour l'heure tout de suite, un rappel des titres. Et on parle tout d'abord d'Israël. Cette nuit, une roquette Qassam a atterri dans un terrain d'Ashkelon, au sud du pays. Pas de victimes ni de dégâts. Suite à cette escalade de tension, des systèmes d'interception antimissiles dans les villes de Sderot et de Be'er-Sheva ont été placés. Dans ce contexte, de nouvelles constructions ont été annoncées sans en préciser leur quantité, leur localisation exacte, et ce avant la reprise des négociations et la libération ce dimanche de 26 prisonniers palestiniens. En Turquie, on en reparlera largement en seconde partie. Le scandale financier qui éclabousse le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan a viré à la crise politique. Quelques heures après l'annonce de la démission de 3 de ses ministres, le Premier ministre a procédé à un vaste remaniement ministériel. Et c'est désormais officiel, l'Égypte a déclaré organisation terroriste les frères musulmans du président destitué Mohamed Morsi après leur avoir fait porter la responsabilité de l'attentat meurtrier contre la police mardi, pourtant revendiqué par un mouvement djihadiste. Toutes ces activités sont donc désormais interdites, et notamment le droit à manifester. Et notre chiffre du jour, 166 millions de dollars. C'est le montant que réclame en urgence l'ONU pour les secours à la population du Soudan du Sud. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires, les priorités sont les besoins sanitaires et de santé, la distribution de nourriture, ainsi que la gestion des centres pour les personnes déplacées par les combats et les violences interethniques de ces derniers jours. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On reparle de la Turquie, vous le savez, en pleine crise politique. 3 ministres ont dû être contraints de démissionner ces dernières heures suite à un scandale financier de corruption. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan qui est donc à son tour dans la tourmente, même s'il refuse pour l'instant de démissionner. On fait le point tout de suite en image avec Léa Cohen-Robinson. Un scandale financier qui vire à la crise politique. 3 ministres turcs proches du Premier ministre Erdogan ont démissionné. Le ministre de l'économie, le ministre de l'Intérieur et celui du développement urbain. Tous 3 se trouvent pris au cœur d'un important scandale financier. Les fils du ministre de l'économie et de l'Intérieur ont été arrêtés le 17 décembre dernier avec d'autres personnalités proches du pouvoir. Ils ont été inculpés de corruption suite à des ventes illégales d'or à l'Iran sous embargo et à des projets de construction. Le fils du ministre de l'Environnement a lui été relâché. Suite à l'enquête menée sur cette affaire, près de 70 policiers et le chef de la police d'Istanbul ont été limogés. Pour le gouvernement d'Erdogan, ce scandale a pour but de discréditer la Turquie en tant que puissance économique et politique. Nous faisons face à une attaque qui vise le peuple turc et la République turque qu'on présente comme corrompue. Tout le monde sait que dans cette enquête, il ne s'agit pas de corruption, mais d'une véritable conspiration contre la politique et le peuple turc. Un 4e ministre, celui des Affaires européennes, est aussi sur la sellette. Cible d'une procédure judiciaire, il est soupçonné entre autres d'avoir reçu des pots de vin.
Leur départ pourrait bien précipiter un remaniement ministériel en vue des élections municipales. Et Recep Tayyip Erdogan pourra proposer un nouveau cabinet au chef de l'État. Mais le ministre de l'Environnement a appelé le Premier ministre à le suivre dans cette démarche et à démissionner. Le scandale a causé une onde de choc et met à mal la crédibilité du Premier ministre Erdogan. Son parti du développement et de la justice avait déjà été mis en cause lors de protestations de masse au mois de juin. Cette fois-ci, la contestation vient de son propre camp, de la confrérie musulmane Gülen, qui l'accuse d'être à l'origine du complot. Alors on parlait de crédibilité du Premier ministre Erdogan avec ses démissions en chaîne, ses remaniements ministériels. Est-ce que c'est la fin du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan ? D'abord, je pense que la Turquie, contrairement à l'Égypte dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu des élections, il y a un calendrier électoral, donc la situation est différente. Mais je pense que la crédibilité d'Erdogan est mise à mal, en particulier à cause de ces déclarations à l'emporte-pièce de théorie du complot qui ne semblent pas être sérieuses. C'est possible, ces déclarations, ça vous semble plausible tout ça, cette théorie du complot, cette conspiration avancée par Erdogan, des conspirations qui veulent déstabiliser la puissance économique, la puissance politique? Je pense que le Premier ministre turc a un goût pour cette théorie du complot. Parfois, cela implique également Israël et le lobby juif. Il a accusé de nombreuses reprises. Je vous rappelle, lorsqu'il y avait eu ces manifestations contre son régime il y a quelques mois, il avait accusé Israël et le Mossad d'être impliqués dans ces manifestations. Donc ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de déclaration assez embarrassante, il faut bien le dire. Et cette fois-ci, c'est contre la confrérie musulmane qui le soutenait à l'époque et qui aujourd'hui ne le soutient plus. Et il essaie de masquer le fait qu'il y a un véritable mécontentement en Turquie, qui a été révélé par les manifestations dont on vient de parler, qu'il a réprimé, qui est révélé également par le fait que la tendance libérale et laïque en Turquie commence à se révolter contre le fait qu'il y a cette islamisation poussée par le Premier ministre lui-même et son parti islamiste. Et donc oui, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes presque en 2014, Erdogan a été élu pour la première fois en 2002, donc cela va faire bientôt 12 ans, et il y a une usure, je pense, du pouvoir, alors même qu'il aspire à la présidence puisqu'il veut se présenter aux élections présidentielles turc, et je pense qu'encore une fois, cette façon d'accuser le monde entier, la confrérie musulmane, Israël, etc., cela montre une certaine usure du pouvoir. Usure du pouvoir, la popularité d'Erdogan qui est largement mise à mal aussi, et qui met à mal aussi la politique d'Erdogan d'islamisation de la Turquie. C'est ça la véritable question aujourd'hui ? Je pense que c'est une des questions fondamentales. Tant que son gouvernement menait une politique économique avec de bons résultats, cela passait. Mais je crois qu'il y a une certaine limite. La situation économique s'est dégradée récemment. Les négociations avec l'Union européenne sont complètement bloquées. Et je pense qu'Erdogan est allé trop loin, justement, dans cette islamisation, dans ces lois qu'il a fait passer, et également dans ces purges qu'il a faites dans l'armée, dans le système judiciaire. Et bien qu'il ait gagné les dernières élections, je crois qu'il y a un ras-le-bol d'une grande partie de la population turque, en particulier la population libérale et laïque. Alors est-ce qu'on peut attendre, justement, s'attendre à ce que cette population décide de descendre dans les rues, comme ça s'est passé au moment de la révolte place Taksim? Elle va se positionner du côté de l'armée et de la police, qui a fortement réprimé la population pendant les révoltes de Taksim, ou plutôt du côté d'Erdogan? Je pense que le Premier ministre turc a montré sa capacité de contrôler l'armée et la police. Malheureusement, il l'a fait effectivement dans ces dernières démonstrations. Il a véritablement réussi, je pense, à neutraliser l'armée, qui était encore un bastion de l'idéologie d'Atatürk, de la laïcité turque. Et ça a été un des principaux projets d'Erdogan pendant ces différents mandats, de véritablement purger l'armée et la police. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également les médias, et que la Turquie est le pays où il y a le plus de journalistes emprisonnés au monde. Et cette façon de traiter toute critique de son régime comme un complot des frères musulmans, des confréries, des juifs, d'Israël, etc., cela montre, à mon avis, un manque de capacité
d'accepter la critique et le pluralisme. Et je pense que c'est une grande faiblesse d'Erdogan. Emmanuel Navon, un petit point sur lequel j'aimerais rapidement que l'on discute. Corruption, fraude, blanchiment d'argent, ce sont ça les chefs d'accusation. Il y en a un autre, vente d'or à l'Iran. Est-ce que ça nous en dit beaucoup ou pas sur les relations entre la Turquie et l'Iran? Plus que cela, c'est la partie émergée de l'iceberg, puisqu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui la Turquie, depuis qu'Erdogan est au pouvoir, a une politique étrangère pan-islamiste qui est également pro-iranienne. Et il y a des relations très étroites entre la Turquie et l'Iran. Je vous rappelle que dès 2003, peu après son élection, Erdogan avait refusé aux États-Unis l'entrée des forces américaines sur le territoire turc, bien que la Turquie soit un pays membre de l'OTAN pour attaquer l'Irak, et que depuis il mène cette politique d'unification du monde musulman et arabe autour de la Turquie. Alors, je ne dis pas qu'il essaie de recréer l'Empire ottoman de l'époque, mais il est clair qu'il a une ligne pan-islamique dans sa politique étrangère. Cela inclut également des relations très proches avec l'Iran, et encore une fois, ces ventes illégales sont, à mon sens, uniquement la partie immergée de l'iceberg. Et ça donnera sujet à une nouvelle interview. Merci beaucoup, Emmanuel Navon, d'avoir été avec